Donc, si le talk de ce matin de Samuel Ortiz vous a plu, eh bien, on va construire par-dessus et on va aller sur Kubernetes à un moment. Mais avant ça, je vais quand même expliquer ce que c'est que le sujet de mon talk, le confidential computing. Puis on fera, c'est un peu, faut mettre au clair, donc on fera une petite séance de questions-réponses. Et puis on va voir, après on va remonter dans Kubernetes. Et il y aura une petite démo pour votre plaisir personnel. Donc, petite définition sur Internet de ce que c'est que le confidential, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça se rapporte aux données. Et donc c'est les données qui sont confidentielles, un secret, des données privées. Et il y a aussi une dimension de responsabilité légale. Voilà, on va voir ce que ça veut dire, ce que ça implique. Vous le savez, vos données, elles sont sous plusieurs formes. Il y a des données qui sont sur votre disque, qui sont au repos, et il y a des données en transit réseau. Et on sait les sécuriser, on sait assurer leur confidentialité. Par exemple, on peut chiffrer nos disques avec l'algorithme LUX, ou pour les données en transit, le TLS. Donc ça, on connaît, mais en fait, le confidential computing, c'est comment on fait quand vos données elles sont en train d'être générées. Donc, quand vos programmes utilisent les données ou vos programmes eux-mêmes quand ils tournent sur le cloud, comment on fait pour sécuriser de la même manière que HTTPS sécurise nos connexions au réseau. Donc, pour ça, c'est vraiment du hardware. Donc, il y a en 2019, il y a des grosses boîtes qui se sont réunies pour former le Confidential Computing Consortium, qui est un projet de la Linux Foundation. Et ils se sont réunis autour de ça pour approcher ces questions-là. Ce qu'ils font, c'est il y a des producteurs de hardware, donc de CPU, des implémentations hardware, et ils vont se passer la main, ils font une implémentation, il y a des erreurs, et c'est le prochain qui les corrige, et comme ça mature, ça commence à maturer comme technologie. Et là où on en est, c'est que c'est des extensions des sets d'instructions des CPU. Donc vous avez des CPU qui sont capables de faire de la virtualisation hardware. Et par-dessus ça, vous allez ajouter des instructions en plus et des features en plus sur vos CPU pour faire du confidential computing. Mais alors, à quoi ça sert? Pourquoi on en a besoin? Eh bien, parce qu'il y a un nouveau problème dans le cloud particulièrement. Je fais tourner mes applications, mes workloads sur l'infra de Cloud Service Provider, CSP. Mais aujourd'hui, on ne se pose pas la question on l'a vu ce matin, on ne se pose pas de questions là-dessus. L'infra, je fais tourner mes trucs dessus et on ne se pose pas de questions. Mais en fait, on veut savoir comment faire pour qu'ils n'aient pas l'accès à mes données, l'accès à mes programmes, voir ce qui se passe sur la mémoire. Donc on peut rejoindre TLS, mais au runtime, quoi. Donc si moi j'étais cloud provider, par exemple, je voudrais évidemment savoir ce qui se passe sur mon cluster pour quantifier les coûts, savoir ce qui tourne en fait. Et si je suis un client, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, j'ai envie que mes données restent qu'elles restent confidentielles. Donc si j'étais cloud provider, je pourrais par exemple, alors j'en sais rien, mais peut-être qu'ils labellent les pods ou ils mettent des annotations pour mieux suivre leurs coûts, ou simplement ils ont des applications qui tournent sur leur control plane ou quoi, qui monitorent le cluster, les ressources. Et évidemment, il y a des problèmes de concurrence. Comme on l'a vu ce matin, si Netflix qui fait tourner, qui utilise AWS comme infra et AWS qui ont Amazon Prime, évidemment il y a des conflits.
Et donc c'est un problème qui émerge du cloud. C'est un concept de sécurité émergent. Et ça ressemble fort à HTTPS, à OTLS, dans les principes fondamentaux. Donc je prends cet exemple parce que on est beaucoup à le connaître parfois assez en détail. Puisque je vous le dis d'avance, je ne suis pas quelqu'un qui fait du hardware, je ne construis pas de CPU, je suis DevOps. Donc moi je m'y connais pas trop en hardware, donc on va remonter après ça. Donc HTTPS, vous avez des certificats qui sont signés, qui certifient l'origine de vos données, qui attestent d'où viennent vos données. Et les données sont chiffrées, donc un attaquant ne peut pas lire les données. Et puisque vos données ont une origine attestée, si l'attaquant modifie les données, on verra, il y a un hash qui va changer, on verra que ce hash signé a changé et que donc l'origine des données ce ne sont plus les bonnes données. Et donc l'intégrité est vérifiée et les données sont chiffrées, on ne peut pas les lire, si on n'est pas la personne qui est censée les lire. C'est pareil le confidential computing, mais au niveau de l'infrastructure. Donc votre CPU qui a des features en plus, il va proposer ces features. Vous avez votre VM qui est une VM confidentielle, donc ça, on va voir ce que ça veut dire. Mais il y a une mécanique de chiffrement de la mémoire. Et pareil, pour l'intégrité, il y a une mécanique qui ressemble au certificat signé HTTPS, on va voir aussi. Donc ça, c'est des features qui sont fournies par le hardware. Mais donc c'est sur l'infrastructure, c'est des features qui sont hardware. Donc voilà, je rappelle les deux principes fondamentaux. L'un sans l'autre ne vaut rien. Si vous chiffrez vos données, mais qu'on peut les modifier, ça ne vaut plus rien. Et si on peut lire vos données, mais que vous savez que l'intégrité est vérifiée, bon, bah on peut lire vos données. Donc vous n'avez pas toute la sécurité, quoi. Donc deux principes, il faut les deux. Et le confidential computing, c'est assez délirant pour les cloud providers, parce que c'est un peu comme leur dire tu vas nous faire un nouveau produit où en fait tu n'as plus le contrôle sur ce qu'on fait, tu n'as plus le contrôle sur ton infrastructure. Ton infrastructure, ça devient une commodité, et donc ils doivent réfléchir à des nouveaux produits où ils n'ont plus le contrôle sur leurs produits. Et ce que ça implique niveau responsabilité légale, le Cloud Act, donc c'est si votre infra est en Amérique, le FBI il peut aller voir ce qui se passe sans vous le dire. Enfin, il peut demander au provider et vous ne serez pas averti que vos données eh bien, sont lues. Pareil pour l'hébergement de données de santé ou pour les flux monétaires ou même pour entraîner vos modèles d'IA, c'est assez stratégique. Parfois, on aimerait bien savoir ce qui se passe, sur quelles données vous les entraînez. Et ben, tout simplement, grâce au confidential computing, vous pouvez faire tourner ça n'importe où dans le monde, quelles que soient les lois du pays concerné. Il n'y aura pas de problème ils pourront pas lire les données, ils pourront pas. Le Cloud Act, bah, très bien, tu peux voir les données, elles sont chiffrées. Et donc, comment ça marche? On va voir comment ça marche pour mettre en place la confidentialité et l'intégrité des données avec le confidential computing. Donc c'est du hardware, c'est des features CPU. Il va chiffrer la RAM. Donc la RAM de votre VM, elle va être chiffrée. Aussi l'état de la VM, l'état au niveau hyperviseur KVM, il va être chiffré. Et il y a des registres CPU qui sont chiffrés. Donc je veux aller lire dans le CPU les registres mémoire du CPU, où les instructions se font calculer dans ces registres, et bien ils sont chiffrés, je ne peux pas aller voir ce qui se passe. Pour l'intégrité, il y a un mécanisme d'attestation, ça ressemble au certificat TLS. On va voir un peu ça plus en détail. Donc on l'a vu ce matin, le root of trust, c'est la paire de clés originelle qui est mise par le fabricant lors de la création du CPU. Donc il va générer les clés, il va les endorse, donc c'est-à-dire il va
c'est lui qui vous les donne, donc vous pouvez vérifier auprès du fournisseur de hardware. Vous pouvez demander à Intel, oui, ce CPU, est-ce que c'est bien le tien? Il va vous dire, oui, je l'ai créé à ce moment-là, à cet endroit-là, c'est bien celui-là. Donc il y a ce mécanisme d'attestation, et c'est un peu la route key, le route CA, si on parle de PKI pour HTTPS, là c'est un peu le route CA, mais il est dans votre CPU, et il est généré à la construction, enfin sur la ligne d'assemblage, et il va être utilisé pour générer des sous-certificats qui vont être utilisés pour chiffrer la mémoire de chacune de vos VM. Donc il y a une sorte de public key infrastructure interne. On a vu les mécanismes ce matin. Et donc c'est des features fournies par le CPU. Il y a pour les attestations, donc comment ça marche l'intégrité, comment ça gère l'intégrité. Le CPU il a des features en plus que vous pouvez utiliser pour lui demander de mesurer une stack software. Donc je veux envoyer un kernel, je veux déployer un Linux sur un cloud provider. Je peux demander au CPU de me faire un hash de ce kernel, donc du binaire qui va tourner. Je lui demande de faire un hash et de le signer avec sa clé. Donc quand il me le renvoie, je sais que ce hash n'a pas été modifié par le cloud provider puisqu'il est signé et je peux vérifier avec la clé publique du CPU. Et si ce hash il correspond au hash du noyau que je voulais faire tourner, alors c'est bon. Sinon, c'est qu'il y a une modification. Donc le CPU a des features qui me permettent de vérifier l'intégrité de ce que je veux faire tourner dessus. Mais vous ne pouvez pas vérifier ce hash sur la machine sur laquelle sur laquelle vous demandez ce hash. C'est-à-dire que il faut l'envoyer sur vos serveurs parce que si vous faites vérifier ce hash sur l'infrastructure du cloud provider, il y a moyen qu'il ait modifié. Enfin, la source de vérité, ça peut pas être l'infrastructure de cloud provider. Ça doit être votre infrastructure, la source de vérité. Donc c'est vous qui avez les valeurs de référence. C'est vos serveurs qui vont demander à Intel est-ce que le CPU sur lequel je m'apprête à faire tourner le kernel, c'est le bon? Est-ce que le hash que le CPU m'a renvoyé, c'est bien le hash que j'ai envoyé sur l'infrastructure du cloud provider? Donc ce qu'elle va faire, votre application sur le cloud provider, vous la lancez, elle va vérifier que la stack software, elle va faire générer le hash de la stack software, enfin elle va le demander au CPU, et puis elle va le renvoyer en TLS ou n'importe quelle communication sécurisée à vos serveurs, et c'est eux qui ont les valeurs de référence de ces hash et qui vont demander aux fournisseurs de hardware. Et on va voir ça sur Kubernetes, c'est tout géré pour vous. Mais par contre, puisque c'est des communications réseau, l'overhead, il est vraiment là. C'est pas instantané, quoi. Donc aux startups, ça peut être un peu long. Et une fois qu'on a tout ça, on peut créer une VM confidentielle. Donc la mémoire est chiffrée, l'intégrité est garantie. Et quand votre VM elle tourne, donc l'intégrité de votre stack software qui tourne est garantie et la RAM est chiffrée. Donc plus possible la confidentialité de vos données est assurée. Alors, bon, il faut se faire confiance à ses propres serveurs, ça va normalement, on se fait confiance. Par contre, il faut faire confiance au hardware et aux fournisseurs de hardware. Et c'est pas toujours le cas. Bon, pour le commun des mortels, ce sera le cas, mais si par exemple vous êtes militaire, stratégique, eh bien, il y a des petites subtilités. Donc déjà sur la ligne d'assemblage, c'est là où est générée la route key, le root of trust, c'est là qu'on crée le CPU. Et si par exemple AMD, je ne sais pas si c'est encore le cas, oui je pense que oui c'est le cas, leurs CPU ils sont fabriqués chez TSMC à Taïwan. Et on nous l'a dit ce matin, il reste des semaines sur la ligne d'assemblage et ils sont ouverts et il y a moyen qu'un attaquant vienne modifier la route key ou le root of trust ou modifier le hardware. Donc c'est un peu le root of trust, c'est vraiment le single point of failure de tout le système.
Il faut s'assurer qu'on a confiance au hardware en fait, puisque c'est lui qui va valider toute la stack software, toute l'intégrité et chiffrer les données. Et les Russes, par exemple, ils créent leur propre CPU, ils les fabriquent eux-mêmes en Russie pour des usages stratégiques, militaires. Évidemment, ils ne sont pas aussi performants que les CPU qui sont optimisés, mais ils ne peuvent pas prendre des CPU américains, évidemment, puisque pour des raisons stratégiques. Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions sur le confidential computing niveau hardware? J'ai été clair? Donc, on va voir un peu comment ça se passe sur Kubernetes. Il y a quelques projets. Alors, bon, vous connaissez la CNCF, vous connaissez la Linux Foundation, Kubernetes, vous reconnaissez. Je vais vous parler de Kata Containers et de Confidential Containers surtout. Kata Containers, c'est un projet de l'Open Infra Foundation, qui est un projet, une marque de la Linux Foundation. Et pareil, la CNCF, c'est aussi une marque de la Linux Foundation. Et le projet phare Kubernetes, mais il y a aussi Confidential Containers. Donc on va voir si c'est dur à déployer, comment ça marche. Et petite question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Kata Containers? Pas beaucoup. Et Confidential Containers, probablement encore moins. Oui. Donc c'est pas très connu, mais j'espère vous faire aimer ça. Kubernetes, bon, je vous le présente pas. Gérer des conteneurs au-dessus de plusieurs machines. Kata Containers. Donc si vous connaissez KubeVirt, c'est un peu l'inverse. Kata Containers, c'est un runtime de conteneur. Donc ça veut dire qu'il implémente la CRI, la Container Runtime Interface, qui est définie par l'Open Container Initiative. C'est rapide à lire, hein, c'est une petite doc sur leur GitHub. Et donc ça essaie de suivre la CRI, ça essaie de suivre l'implémentation de runC. Et vous pouvez lui envoyer les commandes que vous feriez pour n'importe quel runtime de conteneur. Donc lister les conteneurs, créer des conteneurs, lancer des conteneurs, etc. Gérer les images. Et ça va utiliser les hyperviseurs qui tournent sur votre machine. Donc ça peut être KMU-KVM ou ça peut être d'autres hyperviseurs. Mais si vous êtes sur Linux, ce sera probablement KMU-KVM. Pour faire tourner vos pods ou vos conteneurs dans une VM. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire tourner, quand vous lancez un conteneur avec les commandes normales de votre runtime, il va les lancer dans une VM. Et pareil, un pod c'est juste plusieurs conteneurs qui partagent des namespaces. Il va les lancer dans la même VM. Petit exemple, si vous êtes un cloud provider et que vous décidez d'héberger à la fois des pods de Coca-Cola et de Pepsi, vous avez un petit problème de multi-tenancy, parce que un conteneur, c'est juste un process Linux sur votre machine. Donc c'est un peu free range, c'est un peu libre. Le Far West, s'il y en a un qui fait une escalation de privilèges où il réussit à sortir de son namespace, il va tout simplement vouloir récupérer des informations sur le pod Coca-Cola. Il va vouloir récupérer et savoir ce qui se passe chez son concurrent. Donc si vous utilisez Kata Containers, ça va tourner dans des VM, ils ne pourront pas remonter par l'hyperviseur. Donc ça a son propre, chaque pod aura son propre kernel optimisé de Kata Containers et il va faire tourner les conteneurs dedans. Donc ils ne vont pas pouvoir remonter. Quand ils vont faire une escalation de privilèges, ils vont se retrouver sur un kernel qui n'est pas celui de l'autre, qui est celui de la VM. Donc ils ne vont pas pouvoir attaquer vos autres clients. Donc ça offre vraiment une protection pour la multi-tenancy. Et on va voir que c'est très très facile à utiliser. Il y a une question, non?
Oui, donc la question comment ça se compare à Docker, si c'est la différence entre Kata Containers et Docker. Donc euh, Docker, c'est une ligne de commande par-dessus les containerd, donc un runtime de conteneur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Kata Containers, il implémente un shim qui est un programme qui se met entre containerd et le runtime Kata Containers. Et donc containerd, il a une connexion en gRPC, et il va envoyer les commandes au runtime. Donc containerd, c'est un démon. Docker, il va appeler containerd, envoyer les commandes à containerd. Containerd, il va les envoyer par le shim à Kata Containers, qui est un runtime de conteneur qui, lui, il va vraiment fork le process Linux. C'est Kata qui va lancer le process Linux. Et d'ailleurs, il va décider de le mettre dans une VM avec QEMU. Donc Docker, c'est par-dessus tout ça. Et voilà, ça utilise le mécanisme de shim. Et dans la VM, Kata Container, ça je l'ai vraiment récupéré de la doc, hein, c'est le premier truc que vous voyez. Il fait tourner un agent Kata Containers dans la VM. Donc tout ça, c'est votre pod, la VM. Et ça, c'est l'hyperviseur de l'hôte. Et il y a le kernel dans la VM, hein, c'est une VM avec un kernel qui est optimisé, il a toutes les options qu'il faut bien. Et votre conteneur, il va tourner à côté avec les namespaces qui sont fournis par le noyau de la VM. Pour l'attestation, pour vérifier les hashes d'attestation fournis par le CPU. Oui, donc une reply, enfin une attaque qui reprend une réponse valide. C'est le CPU, il utilise la clé de votre. Il va signer avec une clé. Est-ce qu'il peut réutiliser un message? C'est une attaque connue effectivement, mais il y a des mécanismes pour la contrer. Je ne connais pas l'implémentation spécifique pour la stack confidential computing que je vais montrer sur Kubernetes. Mais ouais, c'est une attaque qui se fait, mais qui est contrable. Je ne suis pas expert en cryptographie, mais je me suis renseigné et c'est possible de contrer une attaque qui reprend un message valide, effectivement. Donc j'ai dit ça marche avec Containerd, ça peut marcher avec Cryo ou Rocket, hein, d'ailleurs. Donc c'est super simple à utiliser. C'est très rapide à installer, très rapide à configurer sur le cluster. Il faut configurer le runtime. Et après, pour déployer, ça c'est un YAML d'un pod. Il suffit juste de mettre runtime class name avec le nom du runtime kata que vous avez configuré. Et hop, ça va mettre votre pod dans une VM. C'est super facile, on va voir ça en démo après. Je vais aussi vous parler de Confidential Containers. Donc c'est un autre projet qui se base sur Kata Containers et qui va utiliser les principes de Confidential Computing et qui va gérer ça pour vous au-dessus de Kubernetes. Donc c'est pareil, c'est super facile à utiliser, c'est plus complexe à configurer sur le cluster, surtout qu'il faut des composants sur vos serveurs, on va voir ça. En fait, ce projet, ce qu'il veut faire, c'est standardiser l'utilisation du confidential computing pour le cloud, pour vos workloads containerisés. Donc, ça cherche à standardiser ça, à le rendre très simple, et ça y arrive.
Donc peut-être dans le futur, on aura un cloud plus sécurisé by design. Donc c'est toute une stack software, c'est plusieurs programmes que vous allez faire tourner chez vous, que vous allez faire tourner chez le cloud provider. Et ça va utiliser le hardware du cloud provider, si c'est un hardware confidentiel, pour faire tourner tout ce qu'il faut bien, pour que vous ayez une confidentialité end-to-end, j'ai mis le buzzword, de votre CPU jusqu'à votre programme. Donc, ouais, on verra rapidement en démo, je vais vous montrer un peu. Alors, ce qui va gérer Confidential Containers, c'est plus votre cloud provider qui va pull les images, c'est vous. Donc, ça va être vous, la source de vérité, grâce à cette stack software. Donc, c'est le runtime Confidential Containers qui va gérer le pool des images et l'unpacking. Parce que ce qu'on veut, c'est surtout des images qui soient chiffrées et signées, donc, et qui soient stockées en local dans votre VM confidentielle, enfin dans un endroit en tout cas, où elles ne peuvent pas être modifiées par le cloud provider. Donc on veut avoir le contrôle sur là-dessus. Donc vos images de conteneurs vont vivre dans un environnement confidentiel. Il y a le mécanisme où il faut faire vérifier les mesures d'attestation, il faut les faire vérifier sur vos serveurs à vous. Donc ce mécanisme, il est géré par la stack Confidential Containers aussi. Évidemment, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement, par contre, il faut le configurer. Donc, comme je disais, c'est vous la source de vérité, c'est vous la valeur de référence pour les hashes de votre stack software. Donc c'est vous qui devez les vérifier vérifier le hardware auprès du fournisseur et vérifier que les hashes de votre stack qui correspondent bien. Donc c'est Confidential Containers, vous pouvez le configurer pour qu'il envoie tout ce qu'il faut bien à vos serveurs. Et puis bien sûr, il y a le runtime Kata Containers qui est modifié pour chiffrer la RAM, pour chiffrer l'état de la VM. Et puis votre CPU lui-même, il aura les registres confidentiels. Donc pas possible d'aller voir ce qui se passe sur la RAM. Alors, ce qu'il faut faire pour déployer Confidential Containers, il y a un opérateur Kubernetes, donc il va tout gérer pour vous. Vous installez l'opérateur et il va gérer la stack, gérer le cycle de vie de la stack Confidential Containers sur votre cluster. Donc ça, c'est vraiment... Il n'y a pas plus simple, quoi. Tout est fait pour rendre ça facile, pour nous rendre la vie facile. Par contre, il faut aussi déployer enfin, c'est quand même mieux d'avoir des images signées chiffrées. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez vraiment toute la chaîne de confidentialité, de confiance, vous voulez déployer une registry d'images signées et chiffrées chez vous. Comme ça, c'est vous qui avez la main dessus. Et comme je disais avant, le pool de ces images, il est géré par la stack Confidential Containers, par le runtime, sur le cluster de votre cloud provider. Donc oui, il faut configurer l'attestation aussi. C'est aussi des composants qui s'installent sur vos serveurs. Donc c'est un projet GitHub qu'ils ont appelé Trusty. C'est un jeu de mots sur TEE qui fait référence aux environnements confidentiels. Donc le runtime Confidential Containers qui est sur votre cluster, il va aller vérifier le hardware, il va demander tous les hashes au CPU, les mesures, et il va les envoyer à ce que vous avez configuré chez vous, sur vos serveurs, donc hors du cluster. Toute cette stack qui a aussi un opérateur d'ailleurs, vous pouvez aussi le déployer facilement sur votre Kubernetes pour nous rendre la vie facile. Et pour la démo, je vais juste vous montrer ça parce que par manque de moyens tout simplement. Alors déjà, j'ai pas de CPU confidentiel évidemment, puisque c'est encore émergent. Donc quand il y en a qui sortent, quand il y en a qui se font construire, ils sont directement envoyés pour être testés par des boîtes qui paient bien plus cher que je ne pourrais payer pour les avoir.
Et puis je vais quand même pas vous faire subir toute la configuration réseau pour déployer le reste. Mais je vais quand même vous montrer un peu. Euh, alors ça c'est tous les runtime, donc ils sont basés sur Kata Containers. C'est tous les runtime confidentiels. Donc selon votre CPU, selon votre hardware, vous choisissez celui qu'il faut. Donc si vous avez un CPU Intel TDX, donc CPU Intel qui fait du confidential computing, vous allez choisir le bon runtime. Et puisque moi j'en ai pas, je vais choisir celui-là qui est le runtime de dev, qui va pas chiffrer. Et on va se faire une petite démo de Kata et de Confidential Containers, de Coco. J'ai réussi. C'est bien. C'est bricolage. Alors, voilà, on est bien installé. Alors, ah oui, hop. On va se faire la petite démo. Ah oui, il faut zoomer un peu quand même. Alors, c'est un peu technique. Donc, je me suis fait évidemment le petit readme. On va déployer tout ça sur Minikube. Donc déjà, installation de Kata Containers, vous allez voir, c'est super rapide. Hop là. Il suffit de cloner le projet et déployer. On va se déployer un petit daemon set qui va tout simplement configurer sur toutes les nodes du cluster le runtime. Donc, ah bah, j'ai probablement. Voilà. Ah oui, il faut aussi. Non, on va d'abord regarder. Est-ce qu'on a les runtime déjà? Donc là, il n'y a pas les runtime, mais on va les activer sur le cluster. Hop. Oups. Pas bien. Voilà. Donc là, j'ai tous les runtime. Donc Kata, il fournit déjà les runtime pour le confidential computing, puisque c'est vraiment Kata Containers et Confidential Containers, c'est vraiment deux projets qui travaillent main dans la main. D'ailleurs, Samuel Ortiz, qui a donné le talk ce matin, il travaille dans les deux. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer, on va faire comme si on déployait Pepsi et Coca-Cola, et on va simuler une petite attaque. Donc, alors, je vais lancer un petit process dans Minikube. Juste à côté, juste à côté, je vais rentrer dans la VM Minikube, puisque Minikube, il fait tout tourner dans une VM. Et on va lancer top. Donc top, juste pour voir ce qui se passe. Ça sert juste à voir ce qui se passe sur le cluster. Et on va lancer deux pods. Donc il y en a un premier. Ce pod-là, c'est juste un pod BusyBox qui va dormir à l'infini, sauf que il y a un truc, c'est qu'il y a eu une escalation de privilèges en quelque sorte. Enfin, pas de privilèges, mais de namespace. Donc le pod a réussi le process a réussi à sortir de son namespace PID. Donc en gros, il peut voir les autres process sur la machine. Puisqu'un pod, c'est juste un process qui tourne sur la machine Linux bare metal, c'est vraiment, il peut voir tous les,
les process sur la machine. Donc je fais tourner ce pod, celui-là il tourne sur le cluster directement. Il n'utilise pas le runtime kata containers, il utilise le runtime par défaut qui est containerd. Et donc si on va faire un petit exec, on va rentrer dans le pod, comme ça ce sera bien visuel. Voilà, donc là je suis dans le pod et je vais faire un petit voir si je vois le top qu'on a lancé dans la node. On a lancé le process top et effectivement il peut le voir puisque c'est un process qui tourne sur la node, donc il peut voir le process sur la node. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un deuxième pod qui lui utilise on va lancer un deuxième pod qui lui utilise le runtime kata containers. Donc voilà, c'est la même chose, il y a la même escalation de namespace, sauf qu'il utilise le runtime kata qui utilise l'hyperviseur QEMU. Donc voilà, on va exec dedans aussi, on va voir si on peut voir le process qui tourne sur la node. Et je peux pas le voir, je vois juste ma recherche. Je vois pas comme avant le process stop. Et si on revient dans l'autre conteneur, est-ce que je peux voir le conteneur kata? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que puisque ce conteneur il n'utilise pas kata containers, celui dans lequel je suis là, je peux voir le runtime kata containers. Donc ça c'est le runtime kata containers, puisque c'est toute la commande QEMU en fait, puisqu'elle est extrêmement optimisée. Donc voilà, c'est le runtime kata containers sous QEMU. Donc le pod qui tourne directement sur la node sans utiliser kata containers, il peut voir les autres pods et il peut voir le pod kata, mais évidemment il n'a pas accès à l'hyperviseur, ça c'est géré par le runtime kata. Mais le runtime kata, il peut pas remonter dans son hyperviseur, puisque quand je fais PS sur le pod kata, je vois juste les process qui sont sur le noyau de la VM kata, pas sur le noyau du node. Pour finir la démo, je voulais juste vous montrer rapidement l'opérateur Confidential Containers à faire tourner sur son cluster. Donc c'est pareil, c'est super rapide. Voilà, là il installe l'opérateur et là l'opérateur est en train de se créer. Et en fait, ça va juste lancer un controller manager, donc un process qui va gérer le life cycle de la stack Coco. Et voilà. Donc c'est aussi facile que ça. Pareil, il y a un opérateur à lancer sur votre propre infrastructure chez vous. Et par contre, pour configurer le tout, là, c'est long. Enfin, c'est pas si long que ça, mais il faut comprendre. Donc voilà, ça c'est la doc pour configurer le lien entre la stack Coco, l'opérateur sur votre cluster et l'opérateur chez vous. Donc c'est pas trop long, mais c'est du setup, quoi, c'est de la config. Une fois que c'est fait, vous avez la confidentialité assurée. Alors non, ça c'est la dernière. Enfin, c'est la première. Hop, on revient sur les slides. Donc ça c'était la démo. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste lancé le Coco, la stack Confidential Containers sur juste l'opérateur. Et on a testé un peu Kata Containers. Donc évidemment, j'ai pas le hardware, donc j'ai pas pu chiffrer la mémoire. J'ai pas la registrie d'images signée et chiffrée sur mes serveurs. Et j'ai pas non plus le configuré, je vous ai montré sur la doc. Bon, il y a plus que ça dans tout l'environnement de confidentialité. Là, on a fait des conteneurs confidentiels, mais vous pouvez aussi, enfin, on a déployé le bout de la stack pour, mais vous pouvez aussi le faire au niveau des nodes, à différents niveaux en fait. Et là, j'ai pris comme exemple Constellation, qui est un projet de Agile Systems, pour faire
tout le cluster Kubernetes confidentiel. Donc toute la stack du cluster est attestée et vit dans une VM confidentielle avec sa mémoire chiffrée. Bon, une petite vision du futur. Si c'est que le cloud devienne juste de l'infrastructure, une commodité comme infrastructure, et que votre data reste votre data, que vos données restent vos données. Et voilà, ça c'est la petite phrase de fin, vos données sont à vous et l'infra est à eux. Et faites gaffe, si un cloud provider veut héberger votre serveur d'attestation, c'est qu'il veut attester des choses pour vous, et ça veut dire qu'il contrôle votre intégrité. Donc ne vous laissez pas faire. Voilà, ce sera tout. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, c'est plus que ça, c'est bien plus que ça. Avec Kata, on a exploré la possibilité d'isoler les tenants, isoler les clients, mais le confidential computing, il va carrément chiffrer ta mémoire, comme ça ton cloud provider, il va pas être capable de voir ce qui se passe chez toi en fait. Donc c'est carrément pour empêcher le cloud provider, comme ça tu peux faire tourner tes données confidentielles n'importe où dans le monde, quelles que soient les lois dans le pays. Voilà, donc c'est ça. Il reste du temps. Oh, il y a du temps pour plus de questions, s'il y en a. Très bonne question. Donc l'impact sur les ressources. Très très bonne question. Kata Containers, il fait tourner un kernel en plus. Ce que ça fait, c'est que il faut plus de RAM pour tes conteneurs, pour tes pods. Il faut plus de RAM, mais sinon ça tourne tout aussi vite puisque c'est de la virtualisation hardware. Par contre, si ton cloud provider ne te permet pas de faire du VM in VM, donc si la VM qu'il te fournit, elle n'a pas KVM, elle n'a pas le device KVM, bah, tu vas pas pouvoir faire tourner de VM. Le runtime Kata, il va te dire je trouve pas KVM. Et pour Confidential Containers, l'overhead, il est au lancement. C'est-à-dire que la génération des clés, c'est implémenté dans le hardware, donc c'est vraiment c'est du hardware, j'ai pas du software qui tourne, c'est les algorithmes, ils sont au niveau hardware. Chiffrement de la VM, de la RAM, c'est pareil. Donc ça, il n'y a pas d'overhead quasiment. Par contre, c'est au lancement, puisqu'il faut faire l'attestation de la stack Confidential Containers, elle doit s'attester elle-même. Donc là, il y a du temps réseau. Donc là, le délai, si tu veux faire du fast, par exemple, où ça doit se lancer rapidement, ce ne sera pas possible. Mais si c'est préchauffé, ce qui est pas vraiment le but, puisque tu dois... Enfin, une fois que une fois que c'est chaud, c'est bon. Et ben si c'est tout bon, c'est terminé.